Les problématiques adolescentes, c'est sûr qu'elles sont nombreuses, mais globalement, on a choisi de définir un certain nombre d'axes prioritaires. Sur un plan, et vous allez voir qu'en fait, elles sont beaucoup plus sur le plan des difficultés comportementales, parce que les difficultés auxquelles se confrontent le plus les équipes sont quand même certains de ces grands enjeux d'ordre psychologique. Donc voilà les 4 axes que nous avons choisi de traiter, en sachant qu'on avait travaillé en France sur le devenir à long terme des enfants suivis depuis la naissance et qu'on avait été très réconfortés de voir qu'à une moyenne de 15 ans, ils avaient une croissance strictement normale quand ils étaient bien suivis, et que plus de la moitié d'entre eux avaient une charge virale indétectable et qu'il n'y avait que 8% d'entre eux qui avaient moins de 200 CD4, alors même qu'ils avaient traversé essuyé tous les premiers plâtres des traitements antirétroviraux, toutes les lignes de traitement relativement inefficaces, et qu'en plus, ils étaient à l'âge crucial et sensible de l'adolescence au moment où on les évaluait. Alors tout ça a fait l'objet d'un article qui est aussi possiblement disponible pour vous si on souhaite le faire, qui sont les outcomes à long terme des adolescents suivis depuis la naissance. Alors on va s'axer sur ces 4 sujets principaux. Alors, d'abord, la connaissance du diagnostic du sida, on sait que, idéalement, c'est un processus qui doit s'amorcer avant. L'adolescence est un âge beaucoup trop sensible et délicat pour que tout lui tombe dessus comme la foudre sur la tête, sans aucune préparation. Et on souhaite progresser tous pour que ça soit l'achèvement d'un processus initié et constamment réactualisé pour que on arrive à un diagnostic complet d'infection à VIH et avec le mot sida, et on souhaite idéalement arriver à ça au début de l'adolescence. Mais même si on le souhaite, on voit bien que même en France, et malgré des réflexions qu'on a sur le sujet depuis largement plus de 10 ans, on n'obtient pas ça parce qu'on a beau avoir ça comme objectif, c'est dans le cadre d'une alliance thérapeutique à plusieurs et que tout ne va pas à la vitesse qu'on souhaite. Et vous voyez que les données nationales en France montrent qu'à 11 ans, c'est à une moyenne de 20% des enfants qui connaissent leur diagnostic. À 13 ans, on a dépassé 50% des jeunes qui sont informés, et puis 100% à 17 ans. Si on compare ces données du Sud avec un poster qui a été communiqué à la CROI au printemps de cette année, vous voyez qu'il s'agissait de jeunes qui sont en Côte d'Ivoire et qui ont 10 à 21 ans, et on a corrélé la notion qu'on avait de leur connaissance de leur diagnostic à leur survie. Et on voit que sur ces 560 patients, dont vous voyez qu'effectivement plus de la moitié sont orphelins d'au moins un parent, seuls 43% étaient informés, 58% l'avaient été d'une façon organisée, mais 28% de façon accidentelle, et vous voyez l'âge excessivement tardif de cette information complète, puisque l'âge médian était de 17 ans, avec des interquartiles de 15 à 18 ans. Mais ce qui était nouveau donc, dans ce poster, c'était de corréler cela à la survie de ces jeunes, et on voyait que la survie à 30 mois de l'initiation du traitement ou à partir de l'âge de 10 ans, quand ils avaient été traités depuis l'enfance, était supérieure, 96% chez les informés versus 89% chez les non-informés, donc avec un risque de décès beaucoup plus important, 3 fois plus important chez les non-informés par rapport aux informés. Donc ça, je pense que c'est des éléments que vous pouvez savoir pour le dire aux parents, qui a un impact quand même aussi douloureux, aussi difficile que soit ce processus d'information, il y a un impact définitif prouvé sur la survie de leur enfant. Un autre poster qui avait été présenté l'année dernière à Vienne montrait que les adolescents sous traitement étaient plus souvent informés de leur statut que ceux à qui on ne donnait pas de traitement. Alors la poule et l'œuf, c'est difficile de savoir, mais vous voyez là encore que
là aussi, quand un jeune ne connaît pas bien son traitement, les médecins sont souvent réticents à avancer vers une nouvelle ligne qui risque d'être grillée, donc ils sont en retrait par rapport à des choix qui seraient peut-être plus optimaux en termes de décision médicale. Et vous voyez que dans ce travail-là, même pour le groupe des 19 à 21 ans, on n'était même pas encore à 100% de connaissance du diagnostic. Alors, un autre programme qui avait été communiqué à la CROI cette année, c'est originaire du Cambodge. Ils ont réfléchi à un programme systématique d'information à l'enfant qui se propose à partir de 7 ans, qui soit conçu pour avancer vers une information progressive avec une évaluation prévue 2 à 6 mois après la révélation complète. Et donc, l'évaluation montrait que petit à petit, l'âge moyen d'éligibilité s'est révélé être 10 ans et demi, le temps que les familles soient préparées, même si l'outil était conçu pour éventuellement être accessible dès l'âge de 7 ans, et qu'entre le moment où on a amorcé le processus et le moment où la révélation a été faite, ça a pris aux équipes dans ce programme lourd, structuré, un peu plus d'1 an pour aller du programme d'information à la révélation complète. Néanmoins, donc, une fois révélé, on a vu qu'on n'obtenait pas d'augmentation de syndrome dépressif en post-annonce, que les échelles de qualité de vie restaient constantes et qu'il y avait une nette amélioration des scores de fonctionnement social, donc en bénéfice direct 2 à 6 mois après les révélations complètes de diagnostic. Alors, il y a eu aussi une communication cette année à l'IAS sur une analyse un peu bibliographique globale de tout ce qui avait porté sur le terme de révélation enfance-adolescence dans la littérature récente entre 2004 et 2010. Alors tout le monde connaît bien les réticences, les barrières, on a toujours peur que l'enfant en parle, qu'il soit stigmatisé, qu'il soit malheureux, qu'il soit trop jeune, pas prêt, que les adultes non plus ne soient pas prêts. Néanmoins, vous voyez que de façon globale, la révélation diagnostique dans tous ces travaux était extrêmement limitée, 0 à 30%, et que quand même, quand la révélation était faite et qu'elle avait été évaluée dans les études, on notait une amélioration en termes d'observance et d'état émotionnel. Mais bien sûr, on accentue toujours l'importance que ça soit un travail groupé entre les soignants, l'adulte responsable et l'enfant ou adolescent concerné. Donc c'est vraiment une triade qui est impliquée dans cette révélation. Alors se posent aussi des questions médico-légales. Moi, je vous mettais là seulement le texte qui est celui qu'on a en France dans le cadre de la loi sur l'information des patients. Il y a une clause particulière aux mineurs depuis notre loi de mai 2002 qui dit que les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information les concernant d'une manière adaptée à leur degré de maturité quand ils sont mineurs. On parle de la maturité, on ne donne pas de tranche d'âge par rapport à ce genre de choses, et en spécifiant pour le soignant que la participation à la prise de décision n'impose pas que l'on s'exécute conformément aux souhaits exprimés par l'enfant ou l'adolescent, mais la prise en compte de cet élément-là. Malgré tout, on sait très bien que si le jeune est informé dans le cadre d'un refus complet et maintenu des parents et qu'on n'a pas réussi à faire bouger les parents, le jeune qui est informé va être tout aussi coincé qu'il l'était auparavant, parce que généralement, ça n'est pas ça la question. La question est souvent, ils connaissent leur diagnostic de VIH-Sida, mais par contre, ce qui génère leur souffrance, c'est l'impossibilité totale de communiquer à ce sujet-là avec leur famille. Donc, on n'a pas vraiment levé ce qui est la raison de la souffrance majeure. Alors, comme disait Philippa Musoke au workshop, optimiser la révélation à l'adolescent, mais aussi de la part de l'adolescent. Et c'est donc aussi non seulement l'aider à intégrer cette information, mais après savoir comment la partager, comment en parler aux autres, et notamment à l'adolescence, quand on va vouloir
quand on va être amoureux, comment on va pouvoir dire à son amoureux, à son amoureuse qu'on a un souci et comment en parler. Ce qui nous amène sur le deuxième sujet, qui est celui de sexualité et puberté, grossesse. Ce qu'on a pu voir en France et dans la plupart des pays occidentaux où on a un accès à un traitement précoce et intensif, c'est que la maturation pubertaire n'est plus retardée et elle est maintenant similaire aux adolescents du même âge. Et malgré tout, l'entrée dans la sexualité active est, elle, retardée par rapport aux adolescents du même âge. Et vous voyez sur la gauche les données qu'on a dans la cohorte nationale en France. L'âge moyen des premières règles des filles est à 12 ans, 12,9, 12 ans et 9 mois. Et vous voyez que la puberté donc se déroule de façon tout à fait synchronisée par rapport aux jeunes du même âge. En ce qui concerne les rapports sexuels, vous voyez qu'à 15 ans, c'est très peu de jeunes qui ont vraiment une sexualité consommée active, et à 17 ans, 41% des garçons et 13% des filles ont eu dans leur vie au moins un rapport sexuel. Si on se met en face des données nationales du baromètre santé jeune, on voit que on est donc en deçà, en tout cas au moins pour les filles, de ce qui est retrouvé dans la population générale. Alors, dans le domaine de la santé sexuelle, il y a bien sûr d'avoir aussi des informations adéquates, de reprendre les informations sur la transmission, sur la prévention, sur la contraception, notamment les interactions antirétroviraux et contraceptifs, le choix de gynécologue pour les filles et les intérêts des vaccinations vis-à-vis de l'hépatite B pour l'ensemble et du virus HPV, qui en tout cas en France n'est remboursé, pris en charge que pour les filles entre 14 et 21 ans, mais qui se discute dans d'autres contextes, notamment dans le cadre du VIH. Alors, là encore, au dernier congrès de Rome, il y a eu des données intéressantes qui sont issues d'une cohorte nationale américaine et où ils ont utilisé aussi une méthodologie d'auto-questionnaire sur ordinateur pour vraiment respecter la confidentialité des jeunes qui ont donc répondu sur ce dispositif, et ça nous montre des résultats assez notablement différents de ce qu'on voit chez nous en France. C'est que l'âge moyen au premier rapport est à 13 ans pour les garçons, 14 ans pour les filles, donc beaucoup plus tôt que ce qu'on a chez nous, et que plus de 50% des plus de 15 ans ont déjà eu au moins un rapport sexuel. Et je soulignais que 56% ont eu au moins un rapport non protégé et 40% ont eu au moins une fois un rapport anal. Et ça, c'est important parce que c'est en tout cas chez nous extrêmement tabou, c'est des choses dont on parle très peu. Les gens ont toujours le sentiment que c'est du coup le rapport de sécurité puisqu'on ne risque pas la grossesse, sans aucune idée que ça peut être dangereux et ça justifie d'être protégé. La question de l'information aux partenaires, vous voyez que ça pose toujours un souci et que 84% des jeunes étaient au courant de leur diagnostic avant leur premier rapport, mais donc on peut mettre en miroir que 16% ont eu leur premier rapport alors même qu'ils n'étaient pas encore au courant du fait qu'ils étaient séropositifs eux-mêmes depuis la naissance. Donc ça montre le retard qu'on a toujours en tant qu'adultes à penser ce que les jeunes vivent dans leur vie quotidienne. 78% ont parlé de préservatifs aux partenaires, 28% ont été capables d'informer leurs partenaires de leur statut. Et puis, en tant que soignants et sur la question de transmissibilité du VIH, on notait que 42% de ces jeunes donc, qui avaient participé à cette enquête avaient une charge virale supérieure à 5000 copies et 24% des résistances aux ARV multiclasses, qui pose quand même la question, dans le cadre de rapports non protégés, de contaminer son ou sa partenaire avec d'emblée un virus multirésistant. Et bien entendu, comme rien n'est simple, tous les comportements négatifs s'associent,
C'est-à-dire que plus volontiers, un jeune qui aura une mauvaise observance sera aussi un jeune qui aura une sexualité non protégée et des multirésistances. Et donc, cela a été retrouvé aussi dans d'autres études pour lesquelles on retrouvait que dans cette population d'adolescents, ça c'était aux États-Unis, près de la moitié avait un comportement dangereux pour la santé, ça c'était en termes d'utilisation de drogue, d'alcool, d'autres choses du même ordre. 33% une mauvaise observance thérapeutique, 52% un virus détectable, 63% des rapports sexuels non protégés. Alors une petite image pour dire qu'on a une façon d'analyser les résultats qu'on peut interpréter de façon différente, puisque cette émission dit les jeunes qui boivent et qui prennent des drogues ont plus de chances d'avoir des rapports sexuels. Et alors, le jeune se dit super. Alors, les grossesses, c'est quelque chose que dans le service, on a observé et suivi depuis plus de 10 ans maintenant, avec des jeunes qui au début n'étaient pas des jeunes contaminés par voie sexuelle, mais qui avaient eu des contaminations par transfusion précoce dont on a suivi les enfants aussi dans le cadre de notre suivi PTME. Et des expériences dans plusieurs pays se sont répétées depuis maintenant près d'une dizaine d'années pour analyser le devenir des grossesses chez les jeunes filles qui sont devenues donc assez grandes, adolescentes ou jeunes adultes et qui, à leur tour, ont été enceintes et donné naissance à des enfants. Et on peut voir que, en fonction des situations, les charges virales étaient plus ou moins souvent indétectables. En tout cas, dans notre équipe, on a toujours pu obtenir des charges virales indétectables chez les patients. La pratique de césarienne, pour certains, et surtout dans les études les plus précoces, était un peu systématique parce que je pense que c'était aussi des jeunes avec des observances un peu aléatoires. Mais en tout cas, en termes du statut des enfants, ils sont, sauf dans une seule étude qui avait retrouvé un patient positif, dans quasiment toutes les autres études, les bébés qui sont issus de ces grossesses sont des bébés non contaminés. Alors, chapitre suivant, donc ça nous donne quand même une perspective sur le futur et sur la suite. L'observance thérapeutique à l'adolescence, donc ça va faire l'objet du cas clinique qui clora la session. On peut dire qu'il n'y a pas eu de choses nouvelles, puisque c'était un peu ce qui était demandé dans la communication d'aujourd'hui. Sur ces 2 dernières années, on ne peut pas dire que des choses soient nouvelles en termes d'adolescents et d'observance. On avait démontré que l'observance à l'adolescence est toujours, l'inobservance est toujours plus fréquente à l'adolescence, quelle que soit la pathologie. On connaît ça pour le diabète, pour les greffes rénaux, pour absolument toute maladie chronique. C'est une des démarches d'autonomisation presque physiologique de l'adolescent. Et dans un travail qu'on avait fait il y a plusieurs années, on savait qu'il y avait au moins 50% des adolescents qui, à un moment donné, ont un comportement d'inobservance. La différence souvent avec les plus jeunes, c'est que c'est un comportement d'inobservance plus radical. C'est souvent un arrêt et un arrêt prolongé au lieu de sauter des prises ou d'avoir des inobservances courtes. Maintenant, cette étude avait montré que l'inobservance variait aux alentours de 20% en Afrique, mais c'était quand même quelque chose de global et qui ne sélectionnait pas l'adolescent. Dans ce poster-là, il regardait les éléments qui étaient retrouvés associés aux problèmes d'observance thérapeutique en Ouganda, Kenya et Tanzanie. Et on notait que si globalement on trouvait dans ces études une observance globalement qui apparaissait très satisfaisante, les populations pour lesquelles les risques d'inobservance étaient les plus importants étaient les bébés de moins de 1 an et les sujets âgés de plus de 11 ans. Par ailleurs, comme on l'a déjà dit, la population vulnérable des orphelins se retrouve encore là. Et aussi le fait d'être dans le début
de la prise en charge thérapeutique. Les premiers 6 mois de la prise en charge thérapeutique sont souvent associés à des problèmes d'observance qui nécessitent une prise en charge très suivie et très serrée. Alors le dernier point qu'on a choisi de traiter, c'est le passage vers le suivi adulte et qui est un enjeu qui maintenant concerne, et ça c'est un grand point positif, de plus en plus d'entre nous maintenant, puisque donc ces jeunes se portent suffisamment bien pour avoir un futur envisagé et du coup se pose la question de ce suivi adulte. Alors bien sûr, c'est la rupture d'un lien prolongé avec un lieu où il y avait un investissement affectif bilatéral très important et maternant. Se pose la question dans le suivi adulte de quelle place sera donnée aux parents ou responsables parentaux. Se pose aussi la question de l'aspect physique des patients vus dans les services de médecine adulte et de la gravité de pathologies auxquelles on est parfois confronté. Les files actives extrêmement nombreuses, le fait que les adolescents ne soient pas repérés au sein de l'ensemble de la file active et ne soient pas relancés, recherchés s'ils manquent leur rendez-vous, et puis de ne pas avoir des gens qui suivent derrière la construction de leur futur avec du coup le risque de démobilisation par rapport au projet de construction scolaire et professionnelle. Alors il y a plusieurs propositions qui sont en cours selon les conjonctures locales, soit dans des groupes hospitaliers qui ont à la fois des services de médecine adulte et de pédiatrie, c'est la création de consultations de transition où il peut y avoir un pédiatre qui consulte en service adulte ou un médecin d'adulte qui se consulte en service de pédiatrie et puis qui petit à petit amène le jeune à émigrer, avec la question des synthèses et du partage des informations. Il y a quelque chose qui a été expérimenté par exemple à l'Hôtel-Dieu à Paris qui est un espace transitionnel dédié aux adolescents et dans lequel il y a un certain nombre de services adaptés pour les adolescents et dans lequel consulte un médecin issu d'un service de pédiatrie et un médecin issu d'un service adulte et où petit à petit, dans cet environnement, à l'écoute des adolescents, peut se faire le passage et la maturation pour passer d'un endroit à l'autre. Et puis, quand on est dans des hôpitaux uniquement pédiatriques, comme c'est par exemple notre cas à Trousseau, là, on a l'importance des réseaux où on connaît les autres médecins d'adultes dans le cadre, par exemple, du suivi PTME et des autres réseaux VIH, et on personnalise le choix en fonction du domicile des patients, des équipes, des médecins, de leurs souhaits d'avoir un médecin homme, un médecin femme, bon, un certain nombre de choses. Et là encore, se pose toujours la question de ce qu'on transmet, et moi je suis pour passer les choses sur un plan médical, mais plutôt être extrêmement économe d'informations en ce qui concerne l'historique, parce que je pense qu'il est très riche pour le jeune de se réapproprier son histoire à travers les questions que va lui poser le médecin d'adulte, et s'il ne connaît pas les réponses qu'il a, il les rechercher au besoin auprès de nous pour justement ce travail de mémoire extrêmement intéressant qui était dit tout à l'heure. Et voilà, et puis de s'assurer donc qu'ils font bien le pas, et souvent, moi quand je les envoie, donc, qui passent ailleurs, je prévois une consultation encore avec moi après pour savoir comment ça s'est passé et s'ils sont satisfaits pour continuer la route là où ils ont été voir. La création de consultations de transition, bon, donc, pose leurs questions. Et puis, donc, le dernier choix possible, et que moi, en tout cas, m'intéresse beaucoup dans ce dont on dispose à Paris, c'est certains médecins généralistes qui sont installés en ville, mais qui sont aussi attachés dans des services de maladies infectieuses hospitalières, et qui, du coup, ont un pied de chaque côté, et que les jeunes peuvent voir dans leur cabinet de ville, et donc, ça leur permet de construire un futur dans des conditions normales, sans être forcément toujours dans le cadre d'un hôpital. Et souvent, le médecin va leur donner un numéro de téléphone où ils sont sûrs de les trouver. Donc, le côté de la disponibilité que recherchent les adolescents est souvent assez intéressant. Alors, cette diapo pour montrer à la Croix les questions sur l'adaptation des services à cette transition.
un poster de Alison Abou qui montrait que parmi les jeunes de 12 à 24 ans, et cela n'était pas des transmissions mère-enfant, mais c'était des contaminations à l'adolescence, et où on se pose toujours la question de finalement où est-ce qu'ils seront le mieux pris en charge, est-ce qu'il n'est pas préférable d'emblée qu'ils aillent en service adulte puisque ça sera leur futur. Elle montrait quand même que compte tenu des pratiques professionnelles de médecine adulte, le risque de rupture de suivi était 2 fois plus fréquent quand le suivi initial se faisait en médecine adulte, avec une durée pour la rupture qui était quand même plus long quand ils étaient pris en charge en pédiatrie, quand ils étaient pris en charge en médecine adulte. Et un autre poster américain aussi qui avait comparé, et ça c'est une notion intéressante où tout le monde se rallie à ça au fur et à mesure, parce que je ne vous ai pas fait la définition de l'adolescence, sur quoi on se base, quelles limites on met, mais ce qui est clair, c'est que même il y a adolescence, après il y en a qui vont dire adolescence, en tout cas, toujours est-il qu'avant d'être un adulte confirmé, responsable, chef de famille ou avec des projets comme ça intégrés dans la vie, l'époque de la durée de vulnérabilité et avant d'être vraiment dans un processus mental adulte, ça va jusqu'aux alentours de 24-25 ans, et donc la nécessité de l'adaptation des services à ces jeunes adultes doit aussi prendre en compte leur vulnérabilité particulière. Et donc ce poster montrait que quand on comparait les jeunes pris en charge âgés de moins de 25 ans versus ceux qui avaient plus de 24 ans, l'échec virologique était 2 fois plus fréquent, le rebond virologique 4 fois plus fréquent et les perdus de vue 4 fois plus fréquents. Donc, ce qui montre bien que ça n'est pas que l'espèce d'argument qui nous est toujours envoyé du genre « vous n'arrivez pas à lâcher vos enfants, etc. » C'est le côté maternant, nanana. Non, il faut que les médecins adultes bougent pour avoir des services qui soient adaptés à des patients jeunes, qu'ils soient récemment contaminés ou qu'ils aient été contaminés depuis leur naissance. Mais c'est à nous de faire ce travail, j'allais dire, d'évolution de nos collègues pour que cette prise en charge se passe aussi bien que possible. Et voilà, et donc avec tout ça, on va tous essayer de rester positifs. Et ces bandes dessinées sont issues de la BD Contre le silence, faite par l'équipe belge, dont il y a un exemplaire sur la table ici, et que vous êtes bienvenus de consulter et de commander le cas échéant. Et voilà.